Moi, je vais vous parler un petit peu des résultats des différentes campagnes de reliquat qu'on a été amené à analyser avec ma collègue Anne Guézingard, qui est ici aussi, notamment pour regarder qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces mesures-là au regard des pratiques de fertilisation et des risques de perte d'azote par lixiviation. Donc tout d'abord, un petit rappel du contexte général. C'est vrai que ce plan, plan gouvernemental Algues Vertes a déjà quelques années maintenant. La première campagne a eu lieu en 2010. Il y a pas mal d'argent qui est mis sur ce sujet. Et l'idée, c'est bien de mesurer des reliquats potentiellement lessivables, de l'azote potentiellement lessivable. Donc on va chercher à mesurer le stock d'azote qu'il y a dans les sols juste avant que ne commence le drainage. On parle bien de reliquats début drainage. Ce qu'on a essayé de faire dans ce cadre-là, c'est surtout essayer de classer les résultats, de donner une note au regard des pratiques de fertilisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément classer à chaque fois les reliquats dans l'absolu, c'est élevé et c'est faible, mais c'est élevé ou c'est faible par rapport à ce qu'on était capable de faire avec une fertilisation raisonnée. Et puis, on a également évaluer le risque de lessivage au vu de ces reliquats début drainage. Donc on a deux indicateurs. Une note vis-à-vis des pratiques de fertilisation d'une part et d'autre part un indicateur en termes de risque de lixiviation. Les baies algues vertes, vous les connaissez tous, vu le tour de salle qu'on a fait à l'instant. Ça a commencé en 2010 avec la grève de Saint-Michel et puis la baie de Saint-Brieuc. Et puis pour finir, on est arrivé aujourd'hui à faire des reliquats dans l'ensemble des 8 baies algues vertes de Bretagne. Les résultats donc, sont interprétés grâce au regard d'un réseau de parcelles de référence qui ont été choisies pour avoir des pratiques de fertilisation raisonnées. Il y en a 240 sur la Bretagne. On n'a pas forcément cherché à faire un suivi très pointu, d'avoir des parcelles expérimentales en disant jusqu'où on peut aller au maximum avec un maximum de mesures, d'observations, où est-ce qu'on peut aller pour ajuster au mieux la fertilisation. On a simplement cherché à noter les reliquats lambda qu'on faisait dans les exploitations par rapport à des gens qui appliquaient simplement les bonnes méthodes de raisonnement de la fertilisation et une fois le calcul de la dose faite, qui appliquait sur le terrain les doses qui avaient été calculées, quoi. C'était pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'est ça la référence. Alors, sur ces parcelles de référence, on fait 3 prélèvements, parce que la campagne s'étale sur quand même 2 mois. Jusqu'à présent, c'était comme ça, un peu plus de 2 mois. Et donc, sur 2 mois, sur le plan climatique et sur le plan du fonctionnement du sol, il peut se passer pas mal de choses. Et donc, sur ces parcelles de référence-là, on fait 3 prélèvements au cours de la campagne. Et donc, ça permet de recaler nos modèles pour corriger l'effet de la date et de comparer chaque reliquat, vraiment en le remettant au début de drainage, quel reliquat il y aurait eu. Donc, c'est bien à chaque fois le stock d'azote début de drainage qui est visé. Je vous passe la formule parce qu'il faut que je tienne mes 15 minutes. Donc voilà notre réseau de parcelles de référence. Vous avez leur localisation sur la carte. Oui, on voit bien. Donc elles sont partout sur l'ensemble de la Bretagne. Donc je ne commande pas plus que ça puisque j'ai déjà un peu expliqué ce qu'on entendait par référence. C'est simplement les bonnes pratiques qui sont appliquées sans aller chercher des choses qu'un agriculteur lambda auquel il n'aurait pas accès. Alors, on a pu comparer comme ça sur l'ensemble des valeurs de reliquat début de drainage qu'on a mesurées. Vous voyez ici sur le graphique que on a des valeurs qui vont s'étaler depuis 0 jusqu'à 200, 300, 650 pour une ou deux analyses. Donc là, c'était la campagne 2010. Depuis, je pense qu'on a fait un peu mieux, mais pas beaucoup. Et donc, vous voyez que la répartition des reliquats, vous avez des médianes
sur le graphique, qui sont à 60 pour les parcelles lambda, puisqu'on les appelle comme ça. Et puis, la médiane se trouve par contre à 40 seulement pour les parcelles de référence. Donc, on voit bien qu'on n'a pas tout à fait la même population entre les parcelles choisies au hasard par tirage sur le RPA, sur le RPG. Et puis ces parcelles de référence simplement choisies comme ayant une pratique. On voit bien que les reliquats élevés, il y en a moitié moins, puisque ceux qui ont plus de 100 kg d'azote par hectare sur 0 à 90 cm, eh bien, il n'y en a que 10% dans les parcelles de référence. Il n'y en a pas 0%, parce qu'on est dans quelque chose qui présente une certaine variabilité, une certaine incertitude. Mais par contre, on en a 20% pour les parcelles lambda, et inversement en fonction de la valeur de reliquat, des classes de valeur de reliquat. Et si on continue de comparer donc, nos reliquats, cette fois-ci sous forme un petit peu de, c'est pas vraiment des boîtes à moustaches, mais ça voudrait l'être, de voir comment se répartissent un petit peu les reliquats, culture par culture cette fois-ci, et année par année. Donc on voit déjà qu'on a des choses assez variables selon les années. Vous avez sur le graphique, au milieu, vous avez la médiane. De chaque côté, vous avez les quartiles. Donc, dans la partie foncée de la colonne, si vous voulez, vous avez 50% de la population. Et puis, sur l'ensemble du dessin, vous avez 80% de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 10% en dessous et au-dessus de ce qui est dessiné sur le schéma. On voit que sur les médianes, donc, on a bien une différence entre les parcelles de référence et puis les parcelles lambda. Donc l'enjeu. Est-ce qu'il y a moyen d'indiquer avec un curseur? Non, il n'y a pas. Je peux essayer, mais comme c'est pas mon ordi. Poursuivre serait peut-être plus facile. C'est pas mon ordi, j'ai pas de machin. Il n'y a pas un zappette là. Vous voyez quelque chose là si je fais bouger? Ah voilà. Ouais, ce serait. Voilà. Donc vous avez les médianes ici. Donc par exemple, céréales en 2012, vous aviez à peine une dizaine de kilos d'écart entre les parcelles de référence et les parcelles lambda. Par contre, en maïs, si on prend par exemple 2011, eh bien, vous aviez presque 20 kilos d'écart donc, dans les médianes. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que cet écart-là, il est plus important dans les quantiles élevés. C'est-à-dire que c'est bien des populations qu'on compare. Hein. Il ne s'agit pas de comparer uniquement bonnes pratiques à mauvaises pratiques. C'est une population présentant exclusivement des bonnes pratiques à une population dans lesquelles il pourrait y avoir des parcelles qui sont, sur lesquelles on a des mauvaises pratiques. Et donc, effectivement, c'est assez logique que, par exemple, sur le dernier décile, vous voyez que vous avez des écarts beaucoup plus importants. Ça explique bien la démarche ici de comparaison. Donc la seule comparaison sur les médianes n'est pas suffisante pour dire voilà les différences qu'il peut y avoir entre une parcelle de référence et un agriculteur lambda qui systématiquement aura 20 unités de plus dans ses reliquats que l'autre. Non, certains ont même moins que les parcelles de référence. Et puis, si on compare cette fois-ci sur la lixiviation, eh bien, on retrouve ce même écart, qui est reporté entre les reliquats début de drainage. Si on fait le calcul de la lixiviation, on retrouve ce même écart sur les médianes, un peu moins sur les moyennes. Et je ne détaille pas plus que ça, il y aurait tellement à dire. Donc, c'est pas seulement... Alors, quand on regarde après sur la notation, comment on a noté? Peut-être qu'on peut le rappeler un peu. On met un dé lorsque, pour une catégorie de culture et une situation agronomique donnée, il n'y a plus que 10% des parcelles de référence qui ont un reliquat supérieur à cette valeur-là. C'est-à-dire qu'il y en a encore, mais il n'y a plus que 10%. Donc, par définition, il y a 10% des parcelles de référence qui devraient avoir un dé. Enfin, qui ont un dé. Bon, alors, ici, on compare les notes obtenues. Ça, c'était en 2010.
On a le petit carré qui nous cache en bas, là, mais normalement, c'est campagne 2010. On voit que la proportion de dés, par exemple, si on s'en tient à ça, sur les carrés rouges, dépend du type de pratique qu'il y a sur les parcelles. Ça peut être les parcelles communes, on voit qu'on a on avait en 2010 un peu plus de 20% de dés. Sur les parcelles en ICCE, il y avait donc un peu plus de 10%, 13%, 12%. Pareil pour SFEI. Les parcelles en bio, on avait 10% de D. Sur les parcelles de référence, on avait... Attends, juste explication quand même. ICCE, SFEI. D'autres que moi seront plus aptes à décrire ça. Indemnité compensatoire pour contraintes environnementales et système fourrager économe en intrants. Donc c'est des mesures qui sont appliquées sur les parcelles et qui sont indemnisées, quoi. La production biologique, donc on a 10%, mais on voit que sans aller chercher ces mesures-ci, le simple fait de s'en tenir exclusivement à des parcelles qui ont été fertilisées suivant les méthodes de raisonnement classiques, eh bien, on peut avoir les résultats les meilleurs. Donc, le raisonnement de la fertilisation, ça reste la base pour limiter l'impact sur l'environnement. Ici, ce n'est pas un mystère, mais ça veut dire qu'il ne faut pas forcément aller chercher beaucoup ailleurs non plus. Si on compare maintenant les cultures entre elles, on voit que sur le maïs, effectivement, en 2010, on avait plus de 20% de D. Mais c'était déjà une moindre proportion sur les céréales. Et puis, sur les prairies, on a quasiment 10% de D. C'est-à-dire qu'on a des cultures sur lesquelles la différence entre les parcelles de référence et les parcelles lambda va être bien moindre, notamment les prairies. Et en fait, le résultat d'un reliquat début de drainage ne dépend pas exclusivement de la qualité de la fertilisation. Et pour les prairies, ça dépend plutôt d'autre chose que de la bonne qualité de la fertilisation qui a été amenée au printemps. Ça va dépendre du chargement, ça va dépendre de, des successions des pâturages, ça va dépendre de plein de choses, éventuellement s'il y a eu un stress hydrique important en été, etc. etc. Et en fin de compte, on voit que là où l'impact de la fertilisation est le plus important, c'est plutôt sur le maïs. Sur les céréales, il y a déjà moins d'impact également, parce que derrière les céréales, on a d'autres outils pour limiter les choses, notamment les couverts végétaux. Si on regarde maintenant comment varie le reliquat en fonction de la dose d'azote, vous êtes habitué à voir ces courbes-là, on ne va pas les détailler ici, simplement on voit que le rendement augmente beaucoup au début et puis finit par plafonner, et c'est lorsque le rendement plafonne, on voit augmenter le reliquat de façon importante. Hein. Vous avez ça, si je retrouve ma flèche ici. Bon, je ne sais pas où est la flèche. Voilà, ici. Donc ça, c'est un bilan a posteriori. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que sur un bilan a posteriori, c'est assez facile de voir les phénomènes se hiérarchiser et évoluer de cette façon-là. Ici, on a 3 expérimentations qui sont parfaitement concordantes si on regarde le blé, pour aller dans le même sens. Par contre, lorsqu'on fait un bilan a priori, et c'est ça aujourd'hui qu'on va juger, on voudrait sur un bilan a priori qu'on a vérifié pour les parcelles de référence, voir comment ça se répercute sur un reliquat début de drainage. On voit que là, les choses sont beaucoup moins nettes, parce que, entre-temps, entre le bilan qu'on fait a priori et puis le résultat de la culture, eh ben, il y a tout un tas d'incertitudes sur la minéralisation, il y a tout un tas d'incertitudes sur la minéralisation de fin de cycle, des incertitudes sur la croissance du couvert végétal après, etc. Donc, on n'est pas dans les mêmes logiques vraiment de relations très serrées. Après, quand on parle d'incertitude, il faut bien voir qu'ici, on mesure des reliquats. C'est-à-dire qu'on va analyser, on va prendre quelques dizaines de grammes de terre et puis on va leur faire dire ce que contiennent 3500 tonnes de terre par hectare. Donc effectivement, il y a l'aspect du prélèvement, il y a l'aspect des conditions de prélèvement, d'analyse, et en fin de compte, on voit bien que lorsqu'on analyse au cas par cas,
parcelle par parcelle, on est confronté à une incertitude sur les résultats lorsqu'on a une seule analyse à une date donnée. Et ça, c'est aussi le réseau de parcelles de référence qui permet d'avoir ce calcul d'incertitude, puisqu'on fait 3 fois l'analyse. Eh bien, on voit que si on mesure 100 kg, ça peut être 50 ou 130. Bon, voilà ce sur quoi on travaille. Bon, ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux les choses lorsqu'on travaille sur un grand nombre de parcelles. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la démarche, c'est bien de rechercher les grosses erreurs. Si je reprends la répartition des valeurs de reliquat observées, donc en fonction de leur valeur, et puis ici, c'est la fréquence cumulée. Mettons, si on regarde simplement le graphique de gauche pour un laboratoire, on voit qu'on retrouve cet écart entre les parcelles de référence et les parcelles lambda, qui est d'une vingtaine d'unités sur la médiane et puis qui est plus importante sur les quantiles élevés, de nouveau, comme tout à l'heure. Mais on voit qu'on arrive à reproduire très exactement la courbe orange en supposant que la courbe bleue est réalisée à partir de 2 populations. Une population de parcelles de référence qui se répartirait exactement de la même façon et une population de parcelles où il y aurait eu des erreurs de fertilisation. Et c'est la courbe verte qui représenterait 25%. Donc on arrive à reproduire, on peut imaginer, enfin c'est un peu le schéma, ça n'est pas une preuve, mais c'est un peu le schéma pour visualiser les choses. On a 25% de parcelles où il y a des grosses erreurs de fertilisation, et c'est ça qui fait que les 2 populations, référence et lambda, s'écartent. Donc il s'agit bien de repérer, il ne s'agit pas d'affiner à 2, 5, 10 kilos près même le calcul de fertilisation, mais de repérer les grosses erreurs qui font la différence entre ces 2 populations. Ici, j'ai comparé les résultats avec les parcelles du réseau MH qui sont non fertilisées depuis 3 ans. Et on voit qu'il n'y a quasiment pas de différence, c'est-à-dire que par rapport à une parcelle où la fertilisation est raisonnée, moins que raisonnée ne fait plus gagner des choses. En termes de reliquat d'azote, d'autres facteurs peuvent intervenir que seulement la fertilisation. Ici, par exemple, c'est l'état de la réserve utile à la mi-août dans les parcelles de maïs. On voit que ça peut avoir un impact de plusieurs dizaines de kilos d'azote sur le reliquat début drainage pour une même fertilisation. Simplement le fait que la minéralisation de fin de cycle ait pu être importante ou pas importante. Ce qui reste également prépondérant sur les fuites, c'est l'impact du couvert végétal. On va en parler tout de suite après avec le témoignage. Mais on voit que à chaque fois, notamment quand on regarde les 2 graphiques de gauche, pour une date de début de drainage qui est normale ou tardive, plus le couvert végétal sera développé et correctement une bonne végétation, plus le reliquat début de drainage sera faible. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel il y a énormément de travail à faire et qui est porteur de progrès énormément. Ça, je passe du coup, tant pis pour la minute de poésie. Si on regarde maintenant sur l'ensemble des campagnes pratiquées, comment évolue la proportion de D ? Puisque à un moment donné, on se dit, toutes ces campagnes-là, est-ce que vraiment ça fait progresser les pratiques ou pas ? Est-ce que ça fait progresser, est-ce que ça fait diminuer les fuites d'azote vers l'environnement ? Eh bien, on voit qu'en fonction du nombre d'années d'engagement, alors là, c'est pas facile puisque toutes les baies n'ont pas été engagées dans le dispositif la même année, mais on voit bien qu'on a une tendance à voir baisser cette proportion de D d'année en année. Maintenant, il y a des effets années, toutes les années ne se ressemblent pas, et on a même pour des baies qui sont rentrées assez tard dans le dispositif, on a même tendance, c'est les pointillés que vous avez ici, on pourrait dire, tiens, ça augmenterait plutôt. Bon, donc c'est pas évident de voir ça. C'est pas forcément les mêmes laboratoires chaque année, etc. Après, on a essayé une autre approche qui est peut-être un peu plus compliquée, mais je vous rassure, c'est la dernière diapositive. En disant, voilà, on va simplement essayer de quantifier ces notes ABCD. Donc, on met 2 points quand on a un D, on met 3 points quand on a un D, 1 point quand on a un C et 0 quand on a un A ou un B ou un AB. Et après, on n'a mesuré plus que AB.
Donc, à partir de là, on peut faire une moyenne parce que sur une parcelle donnée, c'est pas évident. Il y a beaucoup de variabilité. Maintenant, si on a 4 parcelles dans l'exploitation une année donnée, ben, la moyenne de 4, c'est quand même mieux. Et puis, si on a 5 saisons, 5 campagnes de reliquat, ben, ça fait 20 reliquats. Et là, on a une moyenne qui commence à vouloir dire un peu quelque chose. Donc, c'est cette démarche-là qu'on a suivie. Bon, par exemple, si sur la moyenne... sur l'ensemble des résultats, on avait une médiane à 0,33 de notes, hein, suivant ce barème-là. Ça veut dire que la médiane, il y a un C. Sur 3 analyses, il y a un C et 2 AB, par exemple. Voilà la médiane des parcelles lambda. Bon, lorsqu'on a fait ça, après, on a regardé comment évoluaient les parcelles qui avaient été mal... Enfin, les exploitations qui étaient une note supérieure à 2. C'est-à-dire que on a 12% des exploitations qui ont une note supérieure à 2 la première année, une année donnée. Donc, est-ce que vraiment notre dispositif a permis de focaliser sur des mauvaises pratiques ? Auquel cas, on va regarder d'une année sur l'autre, on devrait voir comment ça évolue et on devrait bien avoir identifié une population qui va avoir un résultat différent l'année d'après. Eh bien, on constate effectivement que ceux qui ont été supérieurs à 2 une année, l'année d'après, elles sont 2 fois plus souvent supérieures à 2 que l'ensemble de la population. Donc on a bien identifié une population particulière. Mais on voit aussi que d'année en année, ben, cette population-là va rejoindre, sur le graphique, vous voyez que la courbe rouge des mauvais, entre guillemets, hein, ceux qui ont eu plus que 2, eh bien, la proportion de cette population-là se distingue de moins en moins du reste de la population d'année en année. Et on a l'impression qu'au bout de 5 ans, eh bien, on a quand même eu un effet pédagogique de ces dispositifs qui ont permis quand même de diminuer cette proportion de notes supérieures à 2. Je pense que ça